Bonjour à tous. Donc, une petite matinale consacrée au marché financier. J'espère que vous en rêvez tous. Vous êtes trop contents de m'écouter à 9 heures du matin. Je voulais vous parler, forcément, des marchés financiers, plutôt des allocations. Alors, les marchés, je vous ai pas forcément préparé des chiffres très précis depuis la fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire une dizaine de jours, mais plutôt, je voulais un peu parler des marchés en year to date, hein, donc sur l'année 2022. Donc on a des pertes, comme vous l'imaginez. Je vais même partager mon écran, comme ça vous verrez directement les chiffres. Ce sera aussi vite fait. Par contre, faire ça comme ça, je ne sais plus faire. Si, bien sûr que je sais comment faire. On a des chiffres qui sont mauvais, hein. Je veux dire, je pense qu'il n'y a rien de très étonnant. Est-ce que je peux le faire? Non. Elsa, viens à ma rescousse. Tu veux partager là? Ouais, je veux En partager. bas, en bas, t'as à côté du Ouais, bouton. c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez quelque chose ou vous voyez rien du tout? Si on voit ton fond d'écran, il faut que tu partages ce que le fichier précisément que tu veux partager. Bon, je sens que ça va Euh, m'agacer, donc je vais arrêter. Hop, voilà. Donc je vais vous donner les chiffres comme ça. C'est pas grave, de toute façon, c'était des extractions qui n'étaient pas forcément très belles. Alors, les actions mondiales, donc ce qu'on appelle dans notre jargon le MSCI World. C'est toujours les marchés développés, hein, c'est pas les marchés. Je regarde pas trop l'indice AC, c'est-à-dire All Countries. Je regarde vraiment l'indice MSCI World. On est à moins 22,58 depuis le début de l'année. Donc ça, c'est un indice en dollars. Et c'est quand même la précision est importante pour comprendre à quel point, pour un investisseur américain, vous avez perdu moins 22,58 sur les actions mondiales. Pour un investisseur européen, qui avait acheté cet indice-là, vous avez plutôt une perte qui est autour de moins 5. Donc vous voyez, on n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que le dollar s'est apprécié d'environ 17-18% depuis le début de l'année par rapport à l'euro. Donc effectivement, ce qu'il fallait faire, c'est que la perte visuellement nous paraît plus importante que le marché européen, mais quand vous rajoutez l'effet change, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus positif. Donc le marché américain est à peu près dans les mêmes eaux. Donc le S&P 500 est à moins 21, hein, globalement, en dollars. Donc pareil, si vous retranchez les 17 ou 17,5, on a plutôt des pertes qui sont autour de moins 3. Donc quand on regarde les performances en dollars, c'est relativement affreux, hein, puisqu'on est à plus de 20% de pertes. Par contre, quand on le compare par rapport à l'euro, donc les actions Europe, MSCI Europe, sont en baisse de moins 15% à peu près, moins 14,40. Donc, vous voyez, on a visuellement un effet plus positif de l'Europe, mais en fait, pas du tout, hein, pour un investisseur européen. On a quand même toujours une meilleure performance, ou tout au moins une moindre performance dégradée sur le marché américain, parce qu'on a un effet change positif pour nous. Donc, on a globalement des marchés, alors des indices qui sont autour de moins 14, moins 15 sur la partie large cap. Par contre, on a une dégradation beaucoup plus importante sur la partie small cap, sur l'Europe. Hein. On est à peu près, donc là où on est à moins 15 sur les large cap, on est plutôt autour de moins 28 sur les small cap. Et ça va expliquer un certain nombre de comportements, notamment les comportements de nos fonds small cap. Ensuite, si on regarde un petit peu les marchés émergents, on est plutôt autour de moins 26, moins 27. Mais pareil, on est exprimé en dollars. Donc, rajouter 17% environ, ça nous amène plutôt autour de moins 10. Et si on regarde la Chine en particulier est plutôt autour de moins 32, moins 33, donc une performance extrêmement dégradée, mais rapporté en euros, pardon, on est plutôt autour de moins 16, moins 17%, ce qui rend l'histoire un tout petit peu moins mauvaise. Donc, quand on fait la comparaison de tous les indices exprimés en euros, le marché le plus fragile et qui a baissé le plus depuis le début de l'année, c'est le marché européen. Hein. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Les raisons sont relativement claires. On est quand même les plus touchés par les problématiques énergétiques, hein, par le fait qu'on ait notre proximité à la fois géographique vis-à-vis de la Russie et surtout en termes de liens commerciaux. Hein. On avait quand même une forte dépendance au gaz russe et dans une moindre mesure au pétrole russe. Donc effectivement, cet approvisionnement est en train d'être arrêté, donc ça sanctionne plus
les prix de ces énergies-là et plus sur l'Europe, puisque l'autre reste du monde avait déjà, on va dire, une dépendance moindre à la Russie sur cet aspect-là. Donc ça explique la baisse des actions européennes. La seconde chose, c'est que, et encore une fois, je vais y revenir, on est rentré dans un cycle de resserrement monétaire généralisé, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe. L'avantage des États-Unis, c'est qu'ils ont entrepris ce resserrement monétaire avant le nôtre. Hein, ils ont commencé déjà à monter leurs taux 6 mois globalement avant nous, puisqu'ils ont leur première hausse des taux est intervenue en décembre 2021, alors que nous, la première, elle est arrivée en juillet 2022. Donc, on a 6 mois pratiquement de resserrement monétaire qui est avancé aux États-Unis. Et donc, ils ont pu déjà commencer un tout petit peu à ralentir l'économie ou tout au moins ralentir la croissance, ralentir l'inflation, qui reste quand même un des problèmes principaux du marché en ce moment. Donc, autant l'inflation, on voit, est pas en train de redescendre très franchement aux États-Unis, mais on sent qu'on a fait un petit peu l'espèce de pic, hein, c'est-à-dire on était au plus haut, on a fait 9,1, je crois, en glissement annuel. Là, on est revenu autour de 8,2. C'est pas très glorieux par rapport à ce qu'on avait auparavant. Alors qu'en Europe, on a l'impression que ces indices d'inflation continuent à accélérer. Et effectivement, on l'a vu, la dernière prévision, la dernière sortie des chiffres d'inflation, on a vu par exemple une inflation en Allemagne à plus de 10%. Alors, la France est peut-être un petit peu épargnée, mais vous avez vu, je crois que je vous avais donné un graphique de toutes les différentes inflations dans la zone euro. On a quand même 3 pays qui sont à plus de 20%, les 3 États baltes, et puis on a un certain nombre de pays majeurs, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, ainsi de suite, qui sont à plus de 10%. Donc ça, c'est vraiment une situation qui est relativement premièrement, très angoissante pour les autorités monétaires, et puis pour montrer à quel point l'inflation est quand même beaucoup plus importante en Europe qu'elle ne l'est aux États-Unis. Donc cet effet des États-Unis va faire en sorte que, encore une fois, lorsqu'on va avoir peut-être des perspectives un petit peu moins dégradées, le marché américain devrait sortir en premier de cette crise, même si ça avait été le premier à baisser, mais vous connaissez, c'est toujours un petit peu le cycle européen est toujours en retard. Alors il y a des moments où c'est un petit peu bien quand le marché se met à baisser, mais quand le marché se met à remonter, on n'est pas forcément les mieux. Donc voilà, donc la situation européenne, c'est vrai que c'est un peu complexe de défendre des positions européennes dans nos portefeuilles parce qu'on sent que c'est quand même la zone qui est la plus fragile et qui sera le plus fragilisée dans les prochaines semaines tant qu'on a cette guerre qui est à nos portes. Alors, avant de finir, alors je vous ai pas parlé du Nasdaq aussi, on avait un Nasdaq qui est autour de moins 31, donc là pareil, une dégradation plus importante sur le marché des technologiques, mais ça vous l'avez tous vu, et pareil, hein, c'est une baisse qui est intervenue, on va dire, en début d'année, et maintenant, quand on regarde l'évolution du Nasdaq avec du S&P, on a peu ou prou les mêmes choses. Hein, c'est-à-dire qu'on sent qu'effectivement, la vente, on va dire, sélective sur le secteur technologique est arrivée à sa fin. Hein, on voit que le marché baisse à peu près de la même façon, quelles que soient les thématiques qui sont représentées dans l'indice. Et puis, on l'avait vu en juillet et en août, et c'est ce qui me rend un petit peu plus, je ne sais pas si c'est le terme optimiste, mais tout au moins, oui, j'ai l'impression qu'on a vu quand même un petit peu le bout du bout de la survente des valeurs technologiques, c'est qu'on s'aperçoit que dès que les choses vont un petit peu mieux, eh ben, ce sont des indices qui ont tendance quand même à remonter plus rapidement parce qu'il y a eu une action de vente dessus qui a quand même été prédominante. Alors, quels sont les triggers qui nous intéressent maintenant, au-delà on va dire, de l'état des choses, qui est quand même pas terrible, et qui, à mon sens, ne va pas s'améliorer significativement dans les prochains mois. Je ne vois pas comment, à la fin de l'année, on rebondirait. Peut-être qu'on peut rebondir un petit peu, c'est ce qu'on a fait ces quelques jours, mais je ne vois pas une amélioration significative de la situation. Mais en un mot, qu'est-ce qui est l'élément le plus important pour se dire, allez, ça y est, le gros des ennuis est derrière nous, ben, c'est quand on va avoir la perception que la Banque centrale américaine a fini ou à peu près est arrivée à son point d'équilibre. On appelle ça le point pivot donc de ce qu'on appelle des Fed Funds, qui sont les taux monétaires aux États-Unis. Voilà, donc le jour où on verra que la Banque centrale est arrivée sur un point dans lequel elle est à peu près, on va dire, elle pense qu'elle devrait finir son cycle de hausse des taux à ce niveau-là, donc à ce point pivot, je pense que le marché, comme on est toujours en anticipation, se calmera.
Est-ce que ce point pivot est actuellement, on n'arrive pas à avoir la visibilité sur ce point pivot. Est-ce qu'il est à 4 un quart? Est-ce qu'il est à 4,5? Est-ce qu'il est au-dessus de 5? Donc ça, c'est un peu l'incertitude du marché. Et le jour où on aura une vision peut-être un petit peu plus claire de où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on devrait à peu près s'arrêter sur la hausse des taux courts aux États-Unis, je pense qu'on commencera à avoir un peu un soulagement du marché et progressivement des taux qui vont se calmer, des actions qui vont se calmer, voire même qui vont commencer à remonter. Donc ça, c'est vraiment le trigger important. Alors bien sûr, ce trigger-là, il va être conditionné par à la fois la trajectoire de l'inflation. Encore une fois, c'est pas forcément les chiffres qui nous intéressent, mais c'est la trajectoire. Est-ce que la baisse de l'inflation se fait relativement rapidement ou est-ce qu'on est sur un plateau haut, mais on n'a plus vraiment des mois avec des révisions positives? Donc ça, c'est le premier point. Et le second point qui est très important aux États-Unis, c'est le chiffre de l'emploi. Vous savez qu'aux États-Unis, on est dans une situation de plein emploi. Après le rebond Covid, l'économie américaine continue fortement à créer des emplois. On le voit mois après mois. On a un taux d'inflation, un taux de participation qui est élevé. Donc, je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui reviennent sur le marché du travail. Et puis un chômage enregistré qui est autour de 3,5%. Donc ça, c'est un élément qui va être le plus à surveiller et qui est le plus surveillé en ce moment par les marchés pour effectivement décider ou pas si on commence à avoir une économie qui ralentit. Et à partir du moment où on aura une économie qui commencera à ralentir, cette fameuse récession qu'on attend, malgré tout, on saura que la Banque centrale aura à peu près obtenu ce qu'elle veut essayer de faire, c'est-à-dire calmer la demande. Et en calmant la demande, elle le verra effectivement par l'indice des prix, mais elle le verra surtout par le marché du travail. Donc ça, c'est la situation aux États-Unis. Est-ce qu'on est à 6 mois de cet objectif? Est-ce qu'on est à 3 mois de cet objectif-là? Malheureusement, personne ne peut vraiment le dire. Et c'est ça qui rend la situation relativement complexe et relativement encore volatile. Vous savez, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et c'est vrai qu'on est dans un scénario dans lequel, voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va et on a toujours peur de la situation le pire. Alors, ça, c'est le point, on va dire, qui est déjà largement anticipé dans les marchés. Je veux dire, on a déjà anticipé qu'on allait avoir un resserrement monétaire supérieur à celui qu'on avait il y a 6 mois. Il y a quelques petits motifs d'espoir qui commencent à apparaître, donc il faut encore une fois s'en satisfaire aussi. C'est au niveau des entreprises, des micros, donc de la microéconomie. Les entreprises, on n'arrête pas de dire les prochaines publications vont être mauvaises. Les publications des résultats d'entreprise. Donc, on a eu Q1 qui était plutôt bon, mais on disait c'est pas grave parce que c'est les résultats de 2021 qui étaient relativement très forts en termes de croissance. Ensuite, on a dit on va regarder les résultats de Q2, donc du deuxième trimestre. Ils ont toujours été bons. On a dit oui, c'est un effet de latence. Et puis là, on est rentré dans la saison des résultats de Q3. Et ils continuent à être bons. Et ça, c'est quelque part un peu un motif d'espoir qui montre que quelque part, les entreprises ont su ou arrivent à s'adapter à cet environnement, premièrement inflationniste sur leurs entrants, donc sur toutes leurs composants, et malgré tout arrivent à protéger, peut-être pas complètement leur marge, mais elles arrivent à protéger leur marge par le fait justement d'une augmentation des prix qui a permis d'absorber une partie des prix des entrants qui ont augmenté. Donc voilà, donc ces nouvelles microéconomiques qui sont pas si mauvaises que ça, c'est un facteur de soutien ou tout au moins c'est ça qui permet d'arrêter la dégradation de la situation du marché américain. Ensuite, on a un quatrième élément qui vient relativement positif, c'est que on commence à voir, vous savez, on a vu un blocage très fort des chaînes d'approvisionnement il y a 6 mois par le fait qu'effectivement la demande avait rebondi après la fin du Covid et on avait plein de chaînes d'approvisionnement, notamment de par la politique zéro Covid en Chine qui s'était arrêtée, qui s'était perturbée. Donc il y avait plein de composants qui manquaient, du fret qui manquait. On avait plein d'éléments qui faisaient que les entreprises n'arrivaient pas à trouver les matériaux pour construire leurs produits. Donc il y avait vraiment un problème, on va dire, de tout ce qui était chaîne d'approvisionnement de façon globale. Et là, on sent quand même qu'il y a une détente au niveau mondial. Donc pareil, les entreprises font état du fait de la situation sur la production qui est quand même un petit peu meilleure. Donc voilà, donc ça, c'est les deux facteurs qui commencent à apparaître comme étant un petit peu stabilisateurs du marché. Il reste, on va dire, la picture globale, de savoir si effectivement sur la picture globale, on va avoir une amélioration, c'est-à-dire effectivement une économie américaine qui commence à ralentir et ça va se voir à la fois sur le fait que progressivement l'économie va créer le moins en moins d'emplois dans les prochains mois.
et puis progressivement, on verra l'inflation qui va redescendre. Mais tant qu'on a la partie microéconomique qui s'améliore et qui continue de s'améliorer, ça, c'est quand même un facteur de soutien. Donc voilà la situation globalement sur les États-Unis. Sur la partie européenne, elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée, pourquoi? Au niveau microéconomie, j'ai envie de dire, c'est à peu près la même problématique. On voit les entreprises qui, malgré tout, commencent à avoir, on va dire, un cycle de production qui est plus productif ou dans lequel ils ont moins de difficultés. Les résultats des entreprises, pareil. Je veux dire, quand on parle avec des experts, ils sont pas très négatifs sur les bénéfices des entreprises sur le troisième trimestre. Donc, on sent quand même qu'on est dans une situation européenne au niveau des entreprises qui est plutôt saine. Le problème principal, c'est effectivement la macroéconomie en Europe. Pourquoi? Parce que premièrement, on a quand même une guerre qui est pas loin. Donc, quand vous êtes un investisseur étranger, américain ou moyen-oriental ou asiatique, est-ce que vous avez envie de venir vous mettre sur la partie européenne? Pas vraiment. Tant qu'il y a encore ce fou qui nous menace régulièrement des pires exactions, je crois qu'il n'y aura pas grand monde qui reviendra. Et puis surtout, la problématique principale, que n'ont pas dans la même mesure les États-Unis, c'est qu'on a un endettement des pays européens, et vous le savez, c'est l'héritage du Covid. On a un endettement, et pas que, parce que je veux dire, c'est le Covid qui a rajouté 20 ou 30% d'enchaînement sur le PIB, mais fondamentalement, on avait quand même déjà des endettements qui étaient quand même supérieurs en Europe qu'aux États-Unis. Et le problème, c'est que la tension sur les taux longs et la normalisation que devrait faire la Banque centrale européenne, à l'instar de ce qui a été fait sur la partie américaine, elle est confrontée au fait que les taux sont en train de monter en Europe comme aux États-Unis, mais les États européens se retrouvent confrontés avec ce qu'on appelle le mur de la dette, c'est-à-dire qu'ils ont des montants colossaux de dette à payer, des intérêts de ces montants de dette, et qu'effectivement, chaque fois que les taux remontent, on a eu un alourdissement de ces charges d'intérêt pour les États, et donc qui viennent diminuer les efforts budgétaires qu'ils pourraient faire par ailleurs pour aider les entreprises, les ménages à passer cette période-là. Donc c'est ça un peu la difficulté européenne, c'est qu'on sent que c'est un sujet beaucoup plus prégnant en Europe qu'il ne peut l'avoir aux États-Unis. En plus, vous le voyez très bien, c'est que l'euro se dévalorise sous la conjonction d'un certain nombre de facteurs dont je viens de parler, à la fois des taux bas, à la fois les incertitudes politiques, et à la fois, il ne faut pas aussi négliger ce point-là, le dollar s'est valorisé par rapport à l'euro, par le fait que quand on payait le gaz russe ou le pétrole russe, on le payait en euros. Or, actuellement, en ayant cherché des sources d'approvisionnement différentes, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite, on paye nos nouvelles énergies en dollars. Donc, quelque part, l'Europe est obligée d'acheter du dollar pour effectivement payer ces nouvelles sources d'énergie. Donc, on a une demande structurelle sur le dollar qui fait que l'euro reste relativement affaibli. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc, voilà la situation. Et puis pour finir, on a les pays émergents. Les pays émergents, ils sont dans une situation un peu plus compliquée sur la partie asiatique que sur la partie Amérique latine. La raison en est simple, c'est que la partie Amérique latine, elle est productrice de matières premières de façon générale et de matières alimentaires, et que tout ça, ça a relativement bien monté. Donc, on a des économies qui se portent un petit peu mieux. Et puis, la partie asiatique, c'est le contraire. On a plutôt des pays qui sont utilisateurs de pétrole, qui sont utilisateurs de matières premières et qui vont le payer beaucoup plus cher, avec une hausse du dollar, une hausse des taux d'intérêt dollars qui pénalisent leurs économies puisque leur devise continue à se déprécier contre le dollar. Plus cerise sur le gâteau, et j'en aurais fini avec mon tour du monde, la Chine qui s'est engluée dans une politique de zéro Covid qui est complètement, qui frise l'absurde. Alors on pensait que le comité du Parti communiste qui se tient en ce moment, le grand Raoult, donc qui devrait conforter malheureusement Xi Jinping pour encore 3 ou 6 ans ou 9 ans au pouvoir, pourrait imaginer qu'on siffle un peu la fin de la récré, c'est-à-dire qu'on siffle la fin de la politique de zéro Covid en Chine, mais malheureusement, on n'a pas l'air de s'orienter de cela. Ils sont toujours très contents d'eux-mêmes, très contents de jubiler la pandémie, soi-disant, à coup de je confine des zones entières, 10 millions de personnes en même temps parce que c'est plus rigolo. Donc on a un marché qui est quand même très dégradé. J'ai la faiblesse de croire, c'est pour ça un petit peu que je suis toujours restée sur ces actifs-là, j'ai la faiblesse de croire qu'on a un marché tellement dévalorisé que
meilleure nouvelle va faire rebondir relativement les actifs chinois. C'est pour ça un petit peu que je les garde, même si on a toujours au-dessus de nos têtes, malgré tout, la problématique avec Taïwan qui met un peu d'ombre au tableau. Donc, vous voyez un monde qui est quand même séparé dans des zones qui ont des problématiques différentes, même si globalement, quand on regarde un petit peu les chiffres, on s'aperçoit que tout le monde a la même problématique, trop d'inflation, éventuellement des taux d'intérêt qui montent trop par rapport aux dettes, et puis des guerres de devises qui vont un petit peu modifier un peu comment dire, les équilibres des entreprises, des micro-entreprises. Donc voilà, donc une situation qui, j'espère, on est arrivé un peu au paroxysme de cette crise-là et que progressivement les choses vont commencer un petit peu à s'améliorer, qu'on va commencer à voir la fin du tunnel. Et j'ai presque envie de dire, si on peut épurer tous les mauvais sujets sur la fin de l'année, ce serait bien, ça nous permettrait de repartir plus sereinement sur le début de l'année 2023, mais on n'y est pas encore. Ça va entraîner donc ces situations des récessions, ce qu'on appelle des récessions techniques. Alors, on a déjà eu une récession aux États-Unis parce que fondamentalement, les 2 premiers trimestres du PIB, elles étaient légèrement négatives. Donc, théoriquement, c'est une récession. Je pense qu'on aura peut-être des chiffres un petit peu plus sévères. Mais rappelez-vous, généralement, les marchés financiers commencent à rebondir 6 mois avant la fin de la récession. Donc, je veux dire, c'est quand on est vraiment au plus bas du plus bas et que tout le monde voit qu'on est englué dans des problèmes économiques importants, que les marchés commencent à se dire, bah oui, mais maintenant on a vu un peu le pire et ça commence à être à voir où est-ce qu'on va se dessiner et donc que la reprise est un peu moins loin qu'auparavant et qu'on peut imaginer la fin du tunnel. Donc ça, ce sont un petit peu on va dire les bonnes nouvelles. Je ne sais pas si c'est les bonnes nouvelles, mais les motifs d'espoir qu'on peut avoir. Après avoir fait un peu ce large tour sur un peu la macroéconomie, parlons un peu des comportements des fonds et notamment des fonds de l'échiquier. Vous savez que je regarde toujours un petit peu ce qui se passe et j'essaie un petit peu de décrypter le pourquoi, le comment des évolutions. Donc on a un fonds comme Major qui lui représente un peu les indices européens. Hein. Vous avez vu, ils sont autour de 15-16%. Major, il a un biais relativement fort sur la croissance. C'est ça qui explique qu'il est à moins 26. Hein, donc, il est globalement à moins 10 de son indice. Pourquoi? Parce que vous le savez tous, hein, je veux dire, je l'ai répété maintes fois. Dans l'indice des prix, il y a des choses qui sont le pétrole, qui sont l'armement, qui sont en forte hausse. Donc, c'est des secteurs qui sont en forte hausse. Et forcément, vous ne les avez pas dans un portefeuille de croissance. Et encore plus, vous ne l'avez pas dans un portefeuille qui a mis l'ISR au centre du jeu. C'est-à-dire, il a fait des exclusions. Et des exclusions, c'est les énergies fossiles, merci, le pétrole, plus 40. Et c'est l'armement, merci, Thales, plus 40. Donc, on voit aussi qu'au-delà du style croissance, il y a une problématique, c'est qu'effectivement, les portefeuilles durables, ce qu'on essaye d'avoir de plus en plus, c'est de parler de cette durabilité, de la pousser vis-à-vis de nos clients. Et ben 2022, c'est l'annus horribilis, c'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve avec des énergies fossiles qui ont drivé la cote des actions. Et en vous parlant de Major, je peux vous parler de notre fonds aussi que j'ai poussé et qui se comporte pas du tout bien, c'est Alpha Major. Pourquoi Alpha Major ne se comporte pas bien? Parce que c'est exactement le phénomène que je viens d'expliquer. À la fois Alpha Major, c'est Major, sur la partie, donc c'est un fonds long short, avec un biais long. Donc c'est un portefeuille dans lequel on va prendre les sélections qu'il y a dans Major, des entreprises qui sont dans Major, et vous allez vendre de l'indice. Donc vous allez vendre quoi? L'Eurostock 50 ou le stock 600. Donc en fait, ce fonds, Alpha Major, se retrouve vendeur de pétrole. Puisque du pétrole, il n'y en a pas dans le portefeuille, par contre, il y en a dans l'indice. Donc, si vous achetez le portefeuille Major et que vous vendez de l'indice en face, vous allez vous retrouver virtuellement à vendre une performance qui a fait plus 40%. Ouais, mais vous ne l'avez pas vendu à plus 40, vous l'avez vendu quand ça valait zéro. Donc, c'est ça qui explique la dégradation importante d'un fonds comme Alpha Major, qui est quand même autour de moins 13, ce qui est relativement décevant. Mais c'est vrai que sa structure, on ne s'attendait pas à ce qu'on ait une telle augmentation des prix sur le pétrole. Échiquier Value. Vous avez vu, Value, sur le début de l'année, avait bien bénéficié de la rotation cyclique que l'on a eue. Donc, effectivement, justement, à la recherche on s'attendait à ce que le cycle soit meilleur, on s'attendait à ce que la remontée des taux fasse en sorte que les bancaires se comportent mieux. On a un petit peu de pétrole, malgré tout, d'énergie fossile dans la partie value.
Donc, on avait un fonds qui a plutôt très bien résisté sur le premier semestre de l'année. On était autour de, on va dire, on a été légèrement positif, autour de 0, alors que les autres marchés avaient dévissé d'environ 15%. Et puis, depuis 3 mois, on s'aperçoit que Value est en train de subir la baisse du cycle. Hein, tout simplement, c'est-à-dire que autant les anticipations de début d'année sur 2022 étaient qu'on allait avoir une croissance qui était quand même toujours positive, autant maintenant, on a compris qu'on allait rentrer en récession et forcément, le marché s'est mis à vendre tout ce qui représente un petit peu le cycle économique, c'est-à-dire un fonds comme Echiquier Value. Donc, c'est pour ça qu'on a décroché plus fortement sur Echiquier Value. Et pareil, on s'aperçoit que malgré tout, le spread qu'il y a entre Echiquier Value et Major, il bouge beaucoup. C'est-à-dire que le marché, il n'est plus en train de bénéficier d'un cycle ou d'une stratégie, d'une thématique par rapport à une autre. Il baisse de façon un petit peu indiscriminée sur à peu près toutes les thématiques, les différentes thématiques. Ensuite, on a, pour rester dans les fonds européens, on a le fonds qui est, alors, qu'est-ce que j'ai européen? Oui, Agénor. Donc, Agénor, moins 26,81, mais je vous ai montré à quel point les small cap avaient quand même largement dévissé, plus un style croissance, donc c'est ça qui explique la performance d'Agénor. Positive Impact, pareil, hein, moins 26,97, donc en year to date, c'est aussi pareil, c'est un peu la même chose que Major. On a à la fois le biais ISR qui pénalise le portefeuille et puis le biais croissance. Et voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur la partie action européenne. Quand on passe sur la gamme internationale maintenant, celui qui marche pas trop mal, c'est Echiquier World Equity Growth. Alors, rappelez-vous, malgré son nom, Echiquier World WEG avait pas mal tourné son portefeuille fin, on va dire mi-2021, où il avait un peu abandonné la technologie qu'il trouvait trop chère. Il avait plutôt acheté un petit peu le retour du cycle. Donc, il avait plutôt très bien défendu ses positions. Et puis surtout, il a un avantage, c'est qu'il a quand même du dollar en portefeuille. Donc, il est à peu près sur l'indice. Il est même un petit peu en retard par rapport à l'indice parce que je pense qu'il a joué la cyclicité de façon un petit peu importante. Et il est à moins 13,27 actuellement. Mais c'est un fonds sur lequel on est toujours relativement en confiance. David arrive on va dire, à essayer d'attraper. Alors, il n'a pas que des États-Unis. Hein, c'est ça aussi qui explique qu'il n'a pas bénéficié à fond de la remontée du marché américain. Mais il a aussi des sociétés asiatiques. Mais dans l'ensemble, on a quand même ce fonds qui nous sauve un petit peu de on va dire, de la vision très négative des fonds technologiques. Donc, les fonds technologiques qui sont pas nettement mieux, hein, puisque Artificial Intelligence est à moins 46, Echiquier World Next Leader est à moins 43. Pareil, là, je veux dire, ce sont des fonds qui ne baissent plus par rapport à leurs indices, c'est-à-dire qu'ils baissent à peu près comme l'indice. Donc, il n'y a plus de vendeurs naturels de techno. Vous allez me dire, les cours ont été quand même divisés par 2 en l'espace de 9 mois, c'est quand même suffisant. Je ne pense pas qu'on ira nettement plus bas. Alors, mon message, c'est pas de vous dire que le marché n'ira pas plus bas. Ça, malheureusement, j'ai pas la boule de cristal. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que World Next Leader et Echiquier Artificial Intelligence, à moins catastrophe sur leur stock picking, c'est-à-dire qu'ils aient des entreprises qui subissent des pertes par le fait qu'ils ont mal sélectionné des entreprises. Donc là, on est plus dans la sélection des valeurs. Ne devrait plus, en termes de thématique, baisser plus que le marché, hein, parce que quelque part, on a déjà, on va dire, corrigé les excès précédents et les survalorisations qu'il y avait sur la partie technologique. Donc, dans l'ensemble, on devrait avoir un marché qui se stabilise, tout au moins en écart par rapport au S&P 500 ou en écart par rapport à un World Equity Growth. Donc, c'est ça un petit peu le message de la techno. Quand on me dit de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait, on est dans des niveaux qui vont être difficiles à expliquer aux clients. Je le comprends, mais bon, ça fait quand même un certain nombre de mois qu'on a pu l'expliquer aux clients. Et je pense que maintenant, on se retrouve dans une situation où la thématique technologique ne peut qu'avoir des beaux jours devant nous, déjà par un argument, c'est qu'elle a été énormément sanctionnée par la hausse des taux. On voit très bien que la hausse des taux, c'est une fois qu'on aura trouvé le niveau de pivot des États-Unis, sur lequel on est quand même moins loin qu'on était il y a 6 mois,
on va quand même avoir peut-être un commencement, et notamment si on commence à acter un peu d'une récession, on va avoir progressivement les taux longs qui vont recommencer à refluer. Ils sont autour de 4% sur le 10 ans actuellement. Si on commence à avoir une petite amélioration là-dessus, ça peut être un driver important pour des investisseurs de se remettre sur la techno et de un petit peu corriger les excès de vente qu'on a eu ces derniers temps. Donc, de quoi puis-je vous parler de plus? Ah oui, donc là, voilà, les fonds internationaux. Un petit tour sur les fonds de taux, et je vais ouvrir le second chapitre de mon intervention là-dessus. Vous savez que j'ai commencé un petit peu à remettre le taux au centre, peut-être pas au centre encore, mais disons qu'on commence à le remettre ponctuellement dans nos allocations, et on l'a fait par le high yield européen. Pourquoi par le high yield? Parce que c'est un marché qui a été énormément, délaissé par les investisseurs. On est avec des indices qui sont autour de moins 15, moins 16 sur le high yield. Or, c'est ce que je vous ai dit en préambule, on a quand même des entreprises qui se portent pas si mal que ça. Et on voit que les taux commencent à arriver. Alors, je n'ai pas dit que les taux avaient arrêté de monter, mais tout au moins, on commence à voir un peu une situation dans laquelle on voit une petite amélioration, tout au moins un peu la fin de la hausse des taux. Donc ça, c'est le point, on va dire, plutôt positif. Donc, on a commencé à revenir sur le high yield, et progressivement, on va commencer à revenir sur les autres parties de ce qu'on appelle du corporate, c'est-à-dire les obligations privées notées investment grade, les plus solides, et puis effectivement sur le high yield, voire même un de ces jours, on va revenir sur les courbes gouvernementales. Pourquoi? Parce que les taux sont revenus sur le 10 ans français. On est passé au plus bas, rappelez-vous, je crois que c'était août 2020, on devait être à moins 0,30 sur la dette française. On est aujourd'hui à 2,80. Donc, on a repris 3 points de taux gouvernementaux. Donc, peut-être pas encore sur ces niveaux-là, mais disons que des niveaux de 3,15, 3,50, ça peut être des niveaux sur lesquels on pourra peut-être racheter des instruments obligataires. Mais de façon générale, c'est un petit peu le message que je vais essayer de vous faire passer. On est dans un environnement aujourd'hui qui va rester inflationniste pendant encore de longs mois. Je crois que personne ne peut nier qu'on va revenir rapidement à une inflation autour de 2%. Donc, il va falloir protéger un petit peu nos investissements ou trouver du rendement pour protéger un petit peu le grignotage de l'inflation sur nos portefeuilles, même s'il n'y a pas d'actifs rêvés et géniaux pour essayer de compenser, on va dire, l'impact négatif de l'inflation. Mais ça n'empêche que le fonds en euros, il a baissé, rappelez-vous, il a baissé avec beaucoup on va dire, d'une certaine latence, c'est-à-dire qu'il n'est jamais arrivé aussi bas que les obligations de 10 ans, mais il ne va pas remonter de la même façon. Donc, on sait que les fonds en euros, dans les prochains mois, années, vont remonter progressivement ou vont se stabiliser, mais on ne va pas retrouver des fonds en euros à 2-3% comme ce qu'on avait pu avoir il y a 5-6 ans. Donc, il va falloir un petit peu réfléchir à d'autres solutions. Et réfléchir à d'autres solutions, c'est peut-être effectivement diminuer légèrement les parts des fonds en euros qui vont vous rapporter 1-2%, mais ça reste quand même relativement bas par rapport à l'inflation. Et peut-être qu'il va falloir revenir sur un instrument que j'avais complètement sorti de mes portefeuilles depuis 3-4 ans, c'est les obligations, et de façon plus spécifique par les fonds datés. Vous savez, et je commence à en parler un petit peu à tous autour de nous, on commence à voir des fonds datés de court terme, de moyen terme, qui commencent à vous offrir des rendements qui sont relativement attractifs, et cela sur la conjonction à la fois de l'écartement des spreads de crédit et à la fois de la remontée des taux sous-jacents. Donc, un taux corporate, c'est composé donc du taux de l'État le plus sécure, c'est-à-dire de l'État allemand, et là-dessus, vous allez mettre une prime de risque, et cette prime de risque, ça va être justement ce spread de crédit. Donc là, je vais quand même tenter de faire ce que je voulais faire au début, c'est-à-dire de vous partager mon écran, parce que j'ai préparé avec les équipes un petit document là-dessus que j'aimerais bien vous montrer. Donnez-moi une demi-seconde, je suis un peu des moufles avec mon ordinateur ce matin, je ne sais pas pourquoi. Là, voilà, ça, théoriquement, ça doit marcher. Est-ce que vous voyez mon écran? La matinale? Oui, c'est bon. C'est nickel? C'est nickel, Nadine. Ah, bah super. Alors, je reprends ma matinale. Et donc, voilà l'écran. Alors,
et peut-être essayer de le mettre en Tu peux grand. Moi, je vais l'agrandir un essayer de peu mettre, peut-être, voilà, hein? Ouais. moi, je vais essayer de le mettre en grand. Je vous ai fait, donc je ne sais pas si vous le verrez, mais de toute façon, je vous l'enverrai. Quoi, je vous l'enverrai. Je vais voir si je peux vous l'envoyer, mais tout au moins, il sera à votre disposition d'une façon ou d'une autre. En fait, ce qu'on a essayé de faire avec l'équipe, c'est qu'on a essayé d'aller détecter des fonds datés qui aient des maturités qui soient à la fois court terme, moyen terme, pas long terme. Je ne veux pas acheter du fonds daté long terme parce que pour moi, c'est pas vraiment on a trop de risques, pour vous offrir des opportunités, des alternatives au fonds en euros, pour vous offrir des alternatives aux produits structurés, ce qui était un peu la seule réponse à tout ce qui était placement de trésorerie relativement court terme. Donc, encore une fois, on va arriver en diversification. Vous savez, je n'aime jamais mettre les œufs dans mon même panier. Donc, pas plus qu'on va pas mettre des solutions 100% sur les fonds datés, mais tout au moins, on va essayer de vous apporter des solutions pour diversifier les placements que l'on peut proposer actuellement sur à la fois de la trésorerie d'entreprise, mais à la fois, pourquoi pas, en complément ou à la place de certains fonds en euros, dont on le sait qu'ils vont avoir des rendements relativement limités dans les fonds prochains. Je veux dire, ça peut être des contrats généralistes, des contrats apiciles. Ce sont des solutions qu'on va pouvoir mettre à côté du fonds en euros. Alors, bien sûr, il n'y a aucune garantie, hein, je veux dire, ne vous méprenez pas, mais on commence à avoir un niveau de taux qui, à mon sens, est suffisamment important pour pouvoir, entre guillemets, vendre ça à son client en disant on abandonne cette notion de garantie, mais on commence à avoir des rendements qui sont quand même non négligeables. Alors, je vous ai sélectionné 2 fonds qui sont avec des objectifs, avec des fonds datés, donc limités à 2024. 2024, c'est dans moins de 2 ans, hein, parce que je crois qu'ils ne sont même pas décembre tous les deux. Je pense qu'il y en a un qui est décembre, c'est celui, le premier, c'est le Senso Objectif, et le second, c'est le Shell Share, je crois qu'il est de juin. Donc, on a quand même deux fonds qui sont avec des maturités relativement très courtes. Et quand on regarde le yield to maturity, hein, pardon pour l'anglais, mais c'est le rendement courant que votre client va faire s'il achète ce produit aujourd'hui. Alors, méfiez-vous, c'est du brut de frais. Et je vais revenir là-dessus. C'est du brut de frais. Donc, le marché des obligations à 2 ans sur du high yield. Alors, vous voyez les notations moyennes, il y en a un qui est B+, double B+, donc on est dans du high yield, mais en fait, c'est un mix entre du high yield et de l'investment grade. Et le Shell Share, c'est du pur high yield. Donc, vous voyez que le rating, c'est du B+. Celui qui a du high yield vous rapporte 9,65%, là où un mix entre du high yield et l'investment grade vous rapporte 7%. Donc, c'est des niveaux de taux qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, ou peut-être pas 10 ans, oui, pratiquement depuis 2013. Donc, voilà, on est vraiment dans une condition de marché, je veux dire, d'un stress de marché qui nous laisse penser que ça redevient attractif. Alors, quand je vous ai dit c'est brut de frais, c'est-à-dire que c'est le rendement des obligations si vous les achetez aujourd'hui. Là-dessus, la société de gestion va prendre, on va dire, pour une part retail, va prendre 1 point de frais de gestion. Donc, on va dire, on va baisser à 6% sur le Senso et environ sur 8,65 sur le Shell Share. Et là-dessus, si vous le mettez dans un contrat d'assurance vie, forcément, vous allez repayer 1 point. Donc, on est plutôt sur des niveaux de 5%. Mais on est sur du niveau de 5% sur du contrat d'assurance vie à 2 ans. Et avant qu'on ait du fonds en euros et un placement qui vous donne du 5%, on en est loin. Donc ça, ensuite, il y a le second argument qui me plaît beaucoup, c'est nombre de titres en portefeuille. Vous voyez, ce sont des portefeuilles qui sont très diversifiés. Et c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que le risque principal de ces fonds datés, il y a 2 risques. C'est le fait que les augmentations de taux continuent à s'opérer avec des augmentations de spread de crédit. Et là, vous perdrez en mark-to-market, même si quelque part vous avez un peu figé ce taux-là pour la durée de vie de votre produit. Mais l'ennemi du fonds daté, principalement, c'est le stress dû au fait qu'il y a une société qui se mette à ne pas vous rembourser en 2024 le capital que vous lui avez prêté. Et donc, en diluant dans ces fonds-là un nombre important de titres, vous vous prémunissez contre le fait de l'impact s'il y a une société qui, en un mot, faisait défaut. Il représente quoi? 0,5, 0,6% du portefeuille. Donc, au pire, ça coûterait au portefeuille 0,5 ou 0,6, même si un défaut d'entreprise ne se solde jamais par la dette, elle ne vaut pas 0. Mais bon, même si on imaginait qu'effectivement ça valait 0, l'impact sur la performance de votre portefeuille serait dégradé de 0,5, 0,6.
Donc, on n'est pas dans une catastrophe totale. Donc voilà, moi, c'est un argument qui m'a permis d'aller sectionner ces maisons-là. Ensuite, vous avez Sanso. L'avantage, c'est que c'est un article 8 SFDR, donc c'est un fonds, entre guillemets, qui a le label, pas ISR, mais qui a un fonds aussi. Alors, c'est pas le label pur ISR, mais c'est un fonds article 8, donc qu'on peut mettre dans les portefeuilles avec des biais de durabilité. Et on a, voilà, donc ça, c'est les deux solutions court terme. Ensuite, on a deux solutions un tout petit peu plus allongées qui sont des 2025. Et là-dessus, j'ai un Carmignac Crédit 2025 qui… Alors, les trois premiers, hein, donc le Sanso, le Shellshare et le Carmignac, qui sont déjà dans vos annexes financières. Donc ça, c'est des fonds qui peuvent être mis dans l'ensemble à peu près de vos contrats actuellement. Le Carmignac Crédit 2025, c'est aussi le cas. Il est un tout petit peu plus long. Il a un rendement qui est autour de 7,23, donc on va dire en termes de courbe des taux un tout petit peu moins bon, mais parce qu'il a un meilleur rating, triple B. Donc lui, il est à la limite de l'investment grade. Hein. Même s'il peut aller faire du high yield, vous voyez, il a une limite sur le high yield, là où les autres peuvent aller à 100% ou 110%. Il y a un petit peu de leverage sur le Sanso, mais peu importe. Mais lui, il est limité au fait qu'il ne peut pas aller plus de 50% sur du high yield. Donc, il a minimum 50% d'investment grade. C'est ça qui justifie son triple B. Mais ça n'empêche que sur un 2025, on a une solution qui est quand même 7,23 brut. Donc, si vous le mettez dans un contrat d'assurance, on est autour de 5,25. Il n'y a pas grand-chose comme rendement qui peuvent être avec ce niveau-là de rendement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et forcément, plus on va sur des maturités plus larges et plus grandes, 2027. Alors, je ne vais pas trouver dans le marché de 2026 ou tout au moins, je veux rester dans des maisons qui savent faire ce job-là. Et ces maisons, c'est Sanso, Shellshare et Carmignac et Tikeo. Je veux dire, c'est des bons sélectionneurs parce que c'est ça qui nous importe. Ce sont des bons sélectionneurs de solutions, de gérants de crédit. Et c'est ça qui m'importait le plus. Donc, Tikeo 2027, on est au-dessus de 10,30. Pourquoi? Mais pareil, on est dans l'environnement plus high yield, double B moins. Mais c'est ça aussi qui vous montre que la courbe des taux, elle est quand même relativement pentue. Donc, plus on va s'éloigner dans les échéances et plus les spreads de crédit sont écartés et plus les taux sont hauts. Mais on a quand même des rendements à plus de 10% qu'on n'avait pas vu depuis, je vous dis, 7 ou 8 ans. Le Carmignac Crédit, il est un petit peu meilleur en termes de rating, puisqu'on a deux notes de mieux, hein, WB+, par rapport à WB-. C'est ça qui explique la différence de rendement. Et de toute façon, il n'y a pas de secret dans ce marché. Hein. Plus les maturités sont courtes et moins vous avez du rendement, plus le rating est élevé et moins vous avez du rendement, puisque quelque part, l'incertitude, c'est le prix du rendement, c'est le prix de l'incertitude. Donc, l'incertitude est moins importante. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans le crédit 2027, c'est peut-être celui-là que j'aimerais le plus, même si son rendement est un petit peu moindre, c'est qu'en fait, premièrement, il a beaucoup, quand on discute avec les gérants, ils ont beaucoup de calls en 2025, donc des sociétés qui ont une maturité 2027, mais qui ont des calls en 2025. Donc, si les taux se mettent à rebaisser sur 2025, ces boîtes-là vont coller leurs dettes, c'est-à-dire vont accepter de rembourser en anticipation parce que leurs conditions de crédit se sont améliorées par rapport à s'ils le gardent en 2027. Donc, ils vont chercher à réduire leur coût de dette. Donc déjà, on peut avoir des phénomènes de sortie automatique en 2025. Donc sur un rendement pour un 2025, on est quand même sur un niveau relativement intéressant. Et ce qui rend la chose aussi intéressante, c'est que c'est à peu près le seul, Carmignac, qui a la capacité à faire du CLO, désolé pour le nom anglais. En fait, c'est du loan, c'est des prêts privés. Et ça, c'est une classe d'actifs extrêmement résiliente qui amène une diversification importante sur cette classe-là. Donc, ceux qui veulent un peu plus d'éléments, je vous en fournirai. Mais c'est ça qui, peut-être, on va dire, si je devais en sélectionner un seul et que j'ai pas de problématique de durée, c'est peut-être le Carmignac Crédit 2027 qui m'intéresse. Il n'est pas complètement référencé chez Target, il est complètement chez Sérénie Pierre. L'équipe de Martin est en train de le faire référencer sur Target et sur les autres contrats d'assurance vie. Donc, je pense que très rapidement, on devrait l'avoir dans le portefeuille. Et ensuite, Tikeo m'a annoncé, actuellement, ils sont en train de sortir un 2025 autour de 7%. Donc, ils sont en train de le pricer un peu plus resserré, mais pareil, avec une plus mixé entre investment grade et high yield, donc moins risqué que le précédent et qui peut avoir sa place. Donc voilà, globalement, donc on en a 4 articles 8, 2 qui sont les historiques, parce que Carmignac Crédit 2025, vous voyez, ils étaient lancés en 2019 et en 2020, et ils n'avaient pas demandé les agréments ISR là-dessus. Donc voilà l'offre dont je voulais vous parler. Il n'y a pas de fonds de la part de l'échiquier.
Cependant, et je vous reviendrai là-dessus, l'échiquier est en train de créer un fonds 2025 pour un client institutionnel et à ma demande, ils sont en train d'ouvrir une part retail qui serait accessible à partir de 25 000 euros. Ils n'ont pas voulu l'ouvrir parce qu'ils ne voulaient pas avoir trop de flux. Donc, je vous reviendrai là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas trop les notions de rendement. Je pense qu'on sera toujours autour de rendement brut autour de 7%. Donc, vous voyez, là, on commence vraiment à avoir des vraies alternatives à fonds en euros. Et puis, je veux dire, le fait que jusqu'à maintenant, on était dans une situation où, rappelez-vous, j'appelais ça l'effet Tina, qui faisait qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives pour essayer de trouver des placements autres que les marchés actions, puisque le marché obligataire s'était complètement écroulé en termes de performance. Et là, on commence à retrouver de la valeur. Et donc, il va falloir commencer à diversifier. Et moi, vraiment, ce que je veux faire, et je vais m'arrêter là pour peut-être éventuellement prendre quelques questions, ce que je vais vraiment faire dans les allocations à venir, et alors je ne sais pas si je le ferai dès novembre ou décembre ou si j'attendrai le début de l'année, je vais commencer à retirer un petit peu du fonds en euros. Rappelez-vous, on était entre 60 et 50 sur les solutions prudentes et sur les solutions équilibrées. Je vais commencer à réduire un tout petit peu le fonds en euros, peut-être enlever 5-10% de mon fonds en euros pour venir sur des fonds datés, parce que je pars du principe qu'on a une bonne visibilité sur le rendement à venir de ces produits-là. Je pense qu'ils seront bien gérés. On devrait avoir, même dans le pire des crises, même en 2008, on a eu très peu de défauts d'entreprise. Donc, on sait que c'est quand même un secteur qui est relativement solide et que ces gestionnaires-là sont, entre guillemets, capables d'aller détecter des boîtes qui sont plutôt solides. Et voilà, donc je suis plutôt confiante sur cette stratégie. Et voilà, on va booster un peu, stabiliser un petit peu aussi, amener un peu plus de rendement, tout en stabilisant la volatilité qui était quand même très forte, induite par les marchés actions. Je m'arrête là, j'arrête mon partage. Pour ceux qui veulent alors je n'ai pas fait compliance, donc pour ceux qui veulent la slide ou qui voudraient plus d'informations, je serai ravi de vous l'envoyer. Et puis voilà. Donc, je prends les questions par le chat. Après, si vous voulez poser des questions en direct, pas de souci. Quand tu notes 7%, c'est par an ou à l'échéance. Donc, c'est par an jusqu'à l'échéance. C'est pas 7% sur les 2 ans qui arrivent. C'est 7% par an. Hein, qu'on est d'accord. Diminuer des frais de gestion et des frais de l'assurance vie. Donc, c'est 5% par an. C'est pas 2,5% par an. Donc, c'est quand même relativement significatif par rapport on va dire, aux solutions qu'on peut avoir à côté de ça. À l'échéance, ces fonds sont clôturés, exactement. Soit ils sont remboursés par anticipation, ça on le voit de temps en temps, et rappelez-vous, alors je ne veux pas remuer des vieux souvenirs et des mauvais souvenirs qui ont été constitués par tous les fonds datés qui ont été lancés par Altaroca en 2017 et 2018, dans lequel moi je disais qu'il ne fallait pas les acheter parce que les rendements étaient trop faibles, ils étaient trop longs. Et donc on avait un risque de remontée des taux trop forte, c'est-à-dire en mark-to-market, il devenait insupportable. Et d'ailleurs, quand vous regardez par exemple un Tikeo 2027, vous regardez sa valorisation aujourd'hui, elle est à moins 17. Donc, un porteur de cette solution-là, il y a, on va dire, il y a 3 ans, il a moins 17 dans les portefeuilles. Comment vous allez expliquer une solution à moins 17 quand vous avez vendu à votre client 7% par an? C'est comme les produits structurés. Il faut juste quand même dire, les 7%, vous les aurez pas forcément de façon linéaire. C'est que si les taux continuent à monter, vous pouvez très bien avoir 0 la première année et 14 l'année suivante. Donc, c'est aussi très important de la part d'un gestionnaire d'être capable, lorsqu'il a notamment un phénomène de baisse des taux ou de baisse des spreads, rappelez-vous, je crois que c'était l'Altaroca 2022, à un moment, il a fait plus 14. Ben, ça voulait dire qu'il avait mangé en l'espace de 1 an tout le potentiel des années futures. Il aurait dû être remboursé. Mais pour des raisons politiques, la société de gestion n'a pas voulu le faire. Et je leur ai reproché, et je leur ai reproché amèrement. Mais ça n'empêche que là, on est plutôt dans un environnement où les taux sont déjà hauts. Donc, on a moins le risque. On a toujours un risque de hausse des taux, ne vous méprenez pas. Donc, si on avait un phénomène de risque de hausse des taux, ça voudrait dire que votre produit se déprécierait, mais on ne va pas aller à moins 17. Parce que si on était à moins 17, ça voudrait dire que de nouveau, les spreads et les taux sont multipliés par 2. Je veux dire, la probabilité que ça arrive, elle est proche de 0. On ne va pas remonter à 10% sur les taux, à 6% sur les taux OAT 10 ans et on ne va pas avoir des spreads, on ne va pas se retrouver avec une dette qui va être à 15%. Je crois qu'il n'y a rien qui le justifie. Ou alors votre marché action il est à moins 80, quoi. C'est le scénario du pire. Donc, dans l'ensemble, moi, j'ai plutôt envie de dire c'est un bon niveau de marché pour y rentrer.
Volatilité de ces fonds, c'est des risques 3-4, donc c'est une volatilité qui est relativement limitée, voire même, je pense que c'est plutôt du 3, parce que c'est quand même des courts termes. Plus c'est du court terme et plus vous aurez une volatilité faible, plus c'est du long terme et vous avez une volatilité inférieure. L'indice de risque, forcément, on est autour de 3. Est-ce que ces fonds datés seront référencés sur Apicil? Je pense qu'ils le sont déjà, mais de toute façon, hein, encore une fois, cette liste-là a été donnée à Def Produits, et vraiment Mathieu Cac, qui est la personne en charge au sein de ce service-là, il a, voilà, c'est sa mission de faire l'ensemble de ces fonds-là, de les faire référencer, si ce n'était pas le cas, dans tous vos contrats, dans tous les contrats qu'on utilise, donc Apicil compris. Est-ce qu'on peut les mettre en nominatif? Non, bien sûr qu'on peut les mettre en compte-titre. Et c'est ça qui le rend intéressant parce que, malgré tout, déjà, vous avez quand même que les frais de gestion qui vont s'appliquer dessus. Donc, vous ne baissez que de 1% la performance que je vous ai annoncée. En sachant que la performance, c'est pareil, hein, c'est du marché. Hein, donc, ça peut bouger très, très rapidement, hein, dans un sens comme dans l'autre. Donc, vous pouvez le mettre notamment, et moi, nous, on essaie pas mal de le pousser avec David et Philippe. On va peut-être essayer de structurer un document un peu pour les personnes morales. Parce qu'effectivement, en compte-titre, ça a tout à fait un sens de proposer ça à des trésors d'entreprise qui ont des vues souvent court terme et sur lequel, à 2 ans, on n'a vraiment aucune solution. Donc, on avait un peu le duomix qui rentrait un peu là-dedans, mais le combiner, par exemple, à du duomix, moi, je trouve ça a tout à fait un sens. Donc, hormis un risque de défaut, si le client maintient la position jusqu'à échéance, le rendement annuel énoncé est assuré. Oui, c'est cela, mais avec le risque de défaut et puis le fait que c'est pas mécanique, c'est pas un coupon qu'on te donne chaque année quoi qu'il arrive. On va pas te donner si le produit te fait 7%, j'insiste là-dessus, c'est un peu comme un produit structuré. C'est pas comme un coupon de produit structuré. On va pas vous donner 7%. C'est l'équation économique qui fera que vous aurez 7% à la fin de l'échéance s'il n'y a pas eu de défaut. Mais la trajectoire, elle peut passer par des pertes et elle peut passer par des gains. Et quand vous avez des gains qui sont supérieurs aux 7%, on va dire, actuariels, il faut sortir. Et vous pouvez aussi sortir du fonds daté. La remontée des taux est-elle bénéfique pour les fonds patrimoniaux? Oui, bien sûr. La remontée des taux, elle va permettre à tous les fonds patrimoniaux, c'est-à-dire effectivement Arti, Keren Patrimoine, Euros, Carmignac Patrimoine, tous ces fonds qui sont à moins 13, moins 14. Pourquoi? Parce qu'ils sont longs d'obligations. Et maintenant, ils ont perdu sur les obligations qui se sont repricées au niveau de taux supérieur. Mais on va dire, on pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, notamment si la patte action commence un petit peu à s'améliorer, on aura une amélioration significative de la performance de ces fonds-là. Donc, progressivement, ce sont des solutions qui vont redevenir intéressantes. Alors que, rappelez-vous, je les avais exclus de nos investissements. Pourquoi? Parce que je savais qu'ils avaient la patte obligataire en cas de normalisation des taux. Je ne pensais pas qu'elle arriverait si vite, si fort, mais elle est arrivée. Profitons-en. Ce sont des obligations européennes. Oui, oui, tous les fonds datés dont je vous ai parlé là, et c'est pour ça que je vous ai mis le risque de change, c'est majoritairement des obligations européennes, et je pense qu'il faut rentrer là-dedans. D'ailleurs, les acteurs qu'on voit, que ce soit Tikehau, Carmignac et Sanso et Shellshare, sont des opérateurs vraiment sur le marché du crédit européen. Donc là-dessus, il n'y a pas de risque caché là-dessus. Donc en fait, bah oui, hors CTO, j'ai pas bien compris. Nom pur, en nominatif pur, hors CTO, pas de frais. Bah, tu as le frais de gestion de la société, c'est-à-dire, là, je vous ai mis les conditions de marché, vous enlevez la parité, en général, ils prennent 100 ou 110 points, et puis on va dire, entre 50 BP et 110 BP, suivant si c'est du court terme ou du moyen terme. J'ai fait le tour des questions du chat, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Il nous reste 3-4 minutes. Qu'est-ce que je pense également, question de David, de QME. Bah, QME, c'est vrai que c'est alors QME, c'est un fonds rapidement, un fonds systématique, ce qu'on appelle un CTA, un fonds systématique de la financière de l'échiquier, qui est à plus 10%. Vous allez me dire, c'est à peu près le seul fonds positif de l'échiquier, mais bon, c'est le cas de pas mal de sociétés de gestion, sans mauvais jeu de mots. Un CTA, c'est quoi? C'est un fonds qui va jouer une tendance. C'est-à-dire à la hausse ou à la baisse, il s'en fout. Dès qu'il y a une tendance un peu claire, il se met dessus. Et ce qu'il déteste, c'est des marchés qui sont bumpy. Il adore des marchés qui sont one-way. Donc là, on est dans un cycle baissier. Donc en fait, c'est ça qui explique un petit peu la baisse du marché. La performance positive de ce fonds qui arrive à bénéficier de la baisse du marché. Le problème de ce fonds-là,
c'est que, alors, l'avantage, ce sont des fonds très décorrélants, parce que justement, ils ont la capacité de bien se comporter quand les marchés se comportent mal. Mais si les marchés repartaient violemment, ils pourraient très bien aussi bénéficier de la hausse. Hein, donc, c'est pas un fonds qui est uniquement baissier, c'est un fonds voilà, qui va prendre des tendances à la hausse ou à la baisse claires et marquées. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est ça. Hein, c'est donc un marché qui soit relativement, on va dire, stable ou qui n'ait pas de tendance ou qui fait d'un peu des portes de saloon. Je prends 5%, je les repère parce que lui, il perd un peu son latin. C'est un fonds très décorrélant. Je commence à le mettre dans certains types de portefeuilles, mais c'est quand même pas mal de risques. Et puis, le risque principal étant que si le marché se stabilise pendant quelques temps, il aura du mal à faire de la performance. Mais c'est une solution intéressante, très décorrélante par rapport aux autres. Je ne vais pas mettre ça dans un portefeuille prudent, j'ai plutôt tendance à mettre ça dans un portefeuille offensif. Mais c'est une solution un peu alternative qui peut être pas inintéressante à mettre en diversification, comme pas mal de fonds qui sont avec des spécificités différentes. Mais voilà, mais c'est un fonds systématique, on va dire, de tendance. On en a fini? Je vous ai suffisamment… Ah, Farida, merci. Je suis désolée. Non, je t'en prie, moi, je suis ravie de finir mon heure avec toi. Bon. Peut-être même pas me finir l'heure avec toi, d'ailleurs. Non, peut-être que d'autres questions viendront. Je réfléchis un peu à la thématique de l'inflation. En fait, ce que dans ton approche, tu fais le pari, et c'est un peu ce que les banques centrales font aujourd'hui, c'est de piloter en fait l'inflation avec un risque peut-être effectivement de récession derrière. Bon, voilà, c'est pas tout à fait maîtrisé. Je me pose quand même effectivement la question d'une inflation durable, parce qu'aujourd'hui, je dirais que moi, tout concourt à faire en sorte qu'effectivement l'inflation dure. Je dirais, on rentre effectivement… Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une période effectivement où la transition effectivement écologique va être un élément déterminant. Et qui dit transition écologique va dire effectivement certains morts sur la route déjà. Effectivement, il y aura peut-être effectivement des pans d'activité qui ne seront plus pour d'autres pans. On va avoir effectivement peut-être des coûts effectivement énergétiques plus élevés, des coûts effectivement de matières premières plus élevés, peut-être des modes de consommation qui vont bouger vers effectivement moins de consommation et effectivement… alors, je ne sais pas comment tu intègres tout ça toi, dans ta réflexion, parce que j'ai l'impression finalement qu'on a une réflexion qui fait… qui s'inscrit effectivement dans un modèle tel qu'il est aujourd'hui. Donc, je ne suis pas persuadée effectivement que l'inflation ne dure pas. Voilà, c'était ma… Non, mais je pense que tu as complètement raison. Et je pense que l'objectif qui avait été, rappelez-vous, Maastricht, celui qui a été l'élément fondateur de la BCE, c'était 2% d'inflation. Et c'était son seul d'ailleurs, hein, c'était le seul mandat de la BCE, c'était à l'origine, c'était de maintenir l'inflation inférieure à 2%. Je crois que tout le monde y revient. Et de toute façon, tu le dis très justement, il y a un certain nombre de phénomènes qui vont arriver et qui vont faire en sorte que la redescente à 2% va être extrêmement compliquée à faire. Et tu sais quoi, c'est pas une mauvaise nouvelle, notamment pour les États qui sont très endettés. Hein. Je veux dire, l'inflation, malgré tout, ça mange la dette. Hein. Donc, je pense qu'il y aura un changement de paradigme là-dessus. On ne va pas revoir 2% avant pas mal d'années. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On va s'adapter comme le reste. Les banques centrales vont s'y adapter. Peut-être que même il y aura des mandats qui vont changer. Hein. Peut-être qu'on peut très bien imaginer qu'un de ces jours, la BCE soit disent, bah, vous savez quoi, on va être à 3, 3,5, c'est très bien pour moi. Et on peut vivre pendant quelques temps là-dessus. Voilà, je pense que c'est… tu as raison, il y a un certain nombre de phénomènes de force qui arrivent dessus et qui vont faire que ça va être compliqué, alors qu'on avait, pendant toutes les années 2010-2020, on luttait contre des éléments déflationnistes très forts et on ne savait pas comment recréer de l'inflation. Et là, on sait qu'on a un peu ouvert la boîte à Pandore. L'idée, c'est de faire en sorte qu'elle ne dure pas très longtemps de façon excessive, c'est-à-dire les 8, c'est inacceptable et les banques centrales ne peuvent pas l'accepter et c'est pour ça qu'elles veulent casser la croissance. Mais qu'on s'installe sur un régime entre 3 et 4, moi, je ne serais pas étonné. Je serais pas étonné. Or, personne ne me parle de cela en ce moment parce que c'est trop pas polémique, mais c'est pas le sujet. Déjà, ils sont à 8 et déjà, il faut la faire redescendre en dessous de 3-4. Mais de toute façon, on va le voir aussi parce que
la pression qu'il va y avoir de la part des salariés, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, elle va pas d'accepter des inflations, comment dire, des augmentations de salaire de 2%. Or, on sait très bien qu'une fois que l'inflation elle rentre dans les salaires, ben, malheureusement, c'est fait pour les 25 prochaines années, hein, de les charges dans les entreprises. Donc ça, c'est un sujet qui fait que oui, tu as raison, l'inflation va rester importante. Il va falloir qu'on vive avec. Mais c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle parce que ça grignote un petit peu les dettes, les montants de dettes colossaux qu'on peut avoir par ailleurs au niveau des États. Oui, mais effectivement, alors, le problème de la dette me pose également un problème. Si on prend les émergents, par exemple, parce qu'on se dit finalement, est-ce que la crise, elle ne va pas venir de là? Si effectivement, pourquoi les marchés émergents sont, contrairement à nous, très peu endettés. La dette, elle n'est pas dans les pays émergents, elle est dans les pays européens. Oui, mais ils peuvent plus financer également. Ah, si, justement, par le fait qu'ils ont très peu de dettes, on s'aperçoit que quelque part, justement, les financements, autant on avait une situation il y a 20 ans ou 30 ans où c'était les États émergents qui étaient très endettés et les États européens et américains qui ne l'étaient moindres, et que effectivement personne ne voulait leur prêter d'argent parce qu'ils avaient un stock de dette trop important. Là, on se retrouve avec un paradigme qui est complètement différent. Hein. Les bilans des banques, pardon, pas des banques, des pays émergents est beaucoup plus sain que le nôtre. Beaucoup plus sain que le nôtre. Donc, la problématique d'endettement des pays émergents, c'est pas un problème. Il y a un problème on va dire, d'augmentation des taux et de baisse de leur devise. Mais ça, à la limite, pour les pays exportateurs, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est ce que je dis souvent, hein, la Chine, elle va importer aussi sa déflation. Elle va contribuer avec une inflation extrêmement faible, puisque la Chine a quand même 2% d'inflation. Et par le fait que le yuan est en train d'être au plus bas par rapport au dollar, elle va importer de la déflation aux États-Unis. Donc, il y a des forces déflationnistes qui vont aussi s'exercer par ces pays émergents qui sont les exportateurs de produits qui sont utilisés par les produits américains. Mais bon, c'est un vaste débat. Mais tu as raison, je pense de toute façon, on va s'installer dans un environnement qui va être, à mon sens, plus inflationniste que ce qu'on a pu connaître. Je vais peut-être pas trop tarder non plus. S'il n'y a pas d'autres questions, je sais que tout le monde me fait la moue quand je dépasse mon heure. Donc, merci à tous pour votre écoute. C'était un plaisir de vous parler ce matin. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, à très vite. Et encore une fois, n'hésitez pas à me revenir individuellement si vous avez besoin d'informations plus précises. Merci. Bonne journée, à très vite. Ciao, ciao. Merci à tous. Bye bye.